Depuis des millénaires, les grandes pyramides d'Égypte dominent les sables du désert. Tout ce qui concernait la grande civilisation ancienne qui s'était autrefois emparée de ces terres restait un mystère. C'est-à-dire jusqu'au 19 juillet 1799. Un soldat français découvre une grosse pierre, à environ 35 000 à l'est d'Alexandrie, pendant l'expédition égyptienne de Napoléon Bonaparte. Exhumant une langue écrite morte depuis des milliers d'années, les traductions s'avéreraient être la clé pour percer les secrets de toute une civilisation. L'Égypte est le don du Nil. C'est ce qu'a dit Hérodote, le père de l'histoire. Puisque le Nil est la bouée de sauvetage, car il a fourni à l'Égypte de l'eau pour ses cultures. Ce qui a conduit à l'éclosion de la civilisation tout au long de la vallée du Nil. La bande fluviale qui divisait le territoire égyptien en deux parties offrait un environnement propice à l'essor de la civilisation lorsque la vallée du Nil a commencé au Miocène. En le découpant dans sa forme actuelle. Les diverses ressources géographiques ont effectivement contribué à la fondation de l'État. En raison des inondations annuelles qui ont répandu les sols fertiles vers l'est et l'ouest sur. Au fil des siècles, des dépôts de boue se sont accumulés. Lorsque l'eau se retire et coule le long de ces berges, l'année agricole commence, faisant. L'Égypte est l'une des premières communautés agricoles qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. À la fin du Paléolithique, la production de flèches, harpons, cors, peau cousue, ossature et poterie. Les tests au carbone 14, quant à eux, ont été utilisés par les chercheurs pour démontrer que le maïs était récolté dans un silo néolithique en bordure de Fiamme, entre 4600 et 4250 avant JC. Plus tard, les gens construisirent des cabanes avec des roseaux et de la boue solide, et semèrent du maïs sur les terres. Sol boueux des marais du Nil. L'Égypte ancienne était divisée en deux territoires, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. La Basse-Égypte s'étendait au nord, là où le Nil s'étendait avec ses diverses branches jusqu'à forme le delta du Nil. La Haute-Égypte, qui s'étendait jusqu'à Assouan, se trouvait au sud. Les deux royaumes furent unis vers 3000 avant JC par le roi Narmé, mais chacun conserva ses insignes. L'Aï ou couronne blanche pour la Haute-Égypte et le Déchred ou couronne rouge pour la Basse-Égypte. En conséquence, les pharaons étaient connus comme les dirigeants des deux pays et ils portaient le couronne dont chaque moitié indique la souveraineté d'un pays différent. La période prédynastique de l'Égypte ancienne est la période précédant l'histoire documentée. Englobant environ 6000 à 3150 avant notre ère, du Paléolithique au Néolithique, et à la fondation de la première dynastie. Bien qu'il n'existe aucune trace écrite de cette période, des fouilles archéologiques en Égypte ont des objets mis au jour qui racontent l'histoire culturelle de la vallée du Nil. La période prédynastique est appelée par les régions ou les sites de villes antiques où des artefacts ont été découverts, plutôt que les cultures qui y vivaient. La culture alphène a prospéré vers 30 000 avant notre ère dans la région située entre l'Égypte et la Nubie, donnant naissance des cultures Caédon et Sibylliennes vers 10 000 avant notre ère, et de la culture Araphon. Toutes ces cultures sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui sont progressivement devenues plus sédentaires. Et se sont installées dans des établissements plus permanents basés sur l'agriculture. L'oasis de Fiamme est un bassin naturel situé au sud-est du plateau de Gizeh qui abritait à la civilisation Fiamme entre 9000 et 6000 avant notre ère. Ces gens vivaient à proximité d'un vaste lac et vivaient de l'agriculture, chasse et pêche. Les habitants de Fiamme ont construit des maisons en roseaux avec des sous-sols souterrains pour stocker la nourriture. Le bétail, les moutons et les chèvres étaient domestiqués et la production de vannerie et de poterie était florissante. Durant cette période, les chefs de tribus ont assumé des postes de pouvoir, qui ont peut-être été transmis jusqu'à la génération suivante dans une unité familiale ou tribale. Les communautés sont passées de petites tribus voyageant ensemble à de grands groupements de tribus diverses. Vivre tout le temps dans la même région. La culture Fiamme a donné naissance aux marins d'entre 5000 et 4000 avant notre ère, qui a été nommé à partir d'artefacts découverts à l'emplacement de ce nom sur la rive ouest du Nil. Delta.
La majorité des Égyptiens étaient des agriculteurs et l'agriculture était la base de la dynastie dynastique. L'économie égyptienne et les agriculteurs comptaient sur les inondations estivales annuelles pour cultiver leur culture. On sait que les premiers agriculteurs égyptiens étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils ont planté des cultures comme le blé, les lentilles, l'orge, le lin et les pois, en plus de l'élevage. Animaux. D'après ce qui a été trouvé dans un endroit situé à l'ouest du delta du Nil, les niveaux les plus anciens de marins de Beni Salama qui ont évolué entre 8000 et 4000 avant notre ère, en plus. Au bassin de Fiam, tous deux datant de l'ère néolithique, la convexité de la vallée du Nil. Le terrain a favorisé le développement de plusieurs bassins, qui dans l'Antiquité étaient inondés. Avec des eaux de crue chaque année qui apportaient du limon et de la boue qui fertilisaient le sol. Ces bassins, parmi lesquels 130 ont été découverts, servaient de réservoir au système d'irrigation. Dans l'Égypte ancienne, les greniers étaient constitués de jarres ou de paniers en argile enfouis jusqu'au cou dans le sol. Terre. La culture Salomari, environ 4000 avant notre ère, s'est développée sur la base de ces réalisations en construisant des maisons de plus grande complexité avec des murs en terre cuite plâtrée. Toutes ces cultures ont évolué et ont prospéré en Basse-Égypte, dans le nord de l'Égypte, le plus proche de la mer Méditerranée, alors que la civilisation de Haute-Égypte s'est formée plus tard. Les habitants de la culture badérienne vivaient dans des tentes mobiles, comme leurs anciens ancêtres, mais préféraient les maisons fixes. Après la période badérienne, vint la période amracienne, également connue sous le nom de Nakadaï, qui construisit des maisons plus complexes avec des fenêtres et des foyers, des murs en torchis et des brise-vents autour. L'entrée principale. La pratique de la momification a commencé vers 3500 avant notre ère, où les objets funéraires étaient encore laissés avec le défunt. Ces développements ont été facilités par la culture jersienne, également connue sous le nom de Nakada de 3500 à 3200 BCE, qui a lancé le commerce avec d'autres régions, inspirant des changements dans la culture et l'art. Les maisons étaient construites en briques cuites au soleil, et les plus cossues comprenaient des cours. Un ajout qui deviendra plus tard monnaie courante dans les foyers égyptiens. La ville d'Abydos, située au nord de Nakada, est devenue un lieu de sépulture important et d'immense. Des tombeaux furent construits, formant une nécropole, une cité des morts. Ces tombes étaient à l'origine faites de briques de terre crue, mais ensuite d'énormes pierres calcaires soigneusement taillées. À terme, ce site deviendra le lieu de sépulture des dirigeants égyptiens. Malgré cela, les preuves révèlent que des individus de partout au pays ont vu leurs défunts enterrés à Abydos et ont offert des cadeaux funéraires pour commémorer leur mémoire. À cette époque, les villes de Zoï et Hierakopolis étaient considérées comme anciennes, tandis que Tini, Nakada et Nekion se développaient rapidement. L'alphabet hiéroglyphique, inventé vers 3400 à 3200 avant notre ère, était utilisé pour maintenir dossier, bien qu'aucune phrase entière de cette période n'ait été découverte. À cette époque, la première écriture égyptienne découverte jusqu'à présent provient d'Abydos et a été découverte sur des poteries, des empreintes de sceaux en argile et des objets en os et en ivoire. On ne trouve des phrases complètes en Égypte qu'à l'époque du roi Péripsone au IIe siècle. Dynastie 500 ans plus tard. Cette période a conduit à la période Nakada III de 3200 à 3150 avant notre ère. Après Nakada III, la première période dynastique et l'histoire enregistrée de l'Égypte ont commencé. Avec le commerce, les communautés se sont développées et ont prospéré, et les populations des couches inférieures et supérieures. L'Égypte a augmenté. Les petits villages d'habitation et de bâtiments en briques se sont transformés en de plus grands centres urbains qui bientôt se sont affrontés, très probablement au sujet des produits commerciaux et des ressources en eau. Tini, Nakada et Nekion étaient les trois principales cités-États de la Haute-Égypte au cours de cette période. Tini semble avoir vaincu Nakada avant d'absorber Nekion. Ces batailles ont eu lieu entre les rois scorpions, dont l'identité est inconnue, et d'autres. Très probablement Ka et Narmé. Selon certains chercheurs, Scorpion I, Scorpion II et Ka étaient les trois derniers dirigeants de la période proto-dynastique, avant que le roi Narmé n'envahisse et n'unifie la Basse et la Haute-Égypte, et créa la première dynastie. La première période dynastique en Égypte a commencé dans les années 3150 à 2613 avant notre ère. Cela marque le début de l'ère historique du pays dans laquelle la Haute-Égypte, le sud, et la Basse-Égypte au nord étaient unifiées en un seul pays sous une autorité centralisée. À cette époque,
le règne divin du monarque commença et une culture égyptienne distincte émergea, y compris le développement de l'écriture, des arts et des sciences. Ménès, le premier roi d'Égypte, était un dirigeant de la Haute-Égypte. Vraisemblablement de Tini, qui a vaincu les autres cités-États autour de lui avant de conquérir Basse-Égypte vers 3150 avant notre ère. Narmé épousa la princesse Nétothèpe de Nakada dans le but de renforcer les liens entre les deux villes. Il entreprit des opérations militaires en Basse-Égypte pour réprimer les révoltes et étendre son territoire en Canaan et en Nubie. Il a parrainé des projets de construction massifs et l'urbanisation développée tout au long de sa vie. Règne. Horaa, le fils de Narmé, lui aurait succédé en 3100 avant notre ère, poursuivant ainsi l'héritage de son père. Expansion militaire et augmentation du commerce. Il s'intéressait notamment à la religion et au concept de l'au-delà, et c'était sous son règne que fut construit le tombeau du mastaba. Horaa a été remplacé par son fils Gère en 3050 avant notre ère, qui a suivi les traces de son père. Son fils Geth, environ 3000 avant notre ère, épousa la princesse Mernite et est considéré comme ayant pris le pouvoir de la nation après sa mort. On ne sait pas si elle a gouverné en tant que régente de son fils Den, ou en tant que reine, mais ce règne est remarquable car c'est la première fois qu'une femme est enregistrée comme gouvernant dans l'Égypte ancienne. Den, environ 2990 avant notre ère, est considéré comme le plus grand monarque de la première dynastie et a régné pendant 50 ans. Sa réputation de monarque efficace découle de ses progrès économiques, de ses conquêtes militaires et la stabilité de son règne, comme le prouvent des projets de construction coûteux et élaborés. Œuvre d'art. Den est le premier monarque représenté portant les couronnes de Haute et Basse-Égypte, montrant qu'il régnait sur une nation unifiée. Den fut remplacé par deux monarques supplémentaires, Anégib et plus tard Samarkite, qui avaient tous deux règne difficile marqué par l'insurrection. La dynastie prit fin avec le règne des Kao, durant lequel ses héritiers se disputèrent le trône et furent vaincus par Hotep II Mui, qui fonda la deuxième dynastie. Les conflits internes et l'absence ou l'incompréhension des documents ont ruiné la deuxième dynastie, 2890 à 2670 avant notre ère. Aucun des monarques de la deuxième dynastie n'a de date fiable et plusieurs noms de rois apparaissent être des répétitions des dirigeants précédents. Hotep II Mui, qui signifie deux puissants en paix, en est une parfaite illustration. Problème. En raison de son nom, il semblerait qu'il soit arrivé au pouvoir après avoir soumis les princes qui s'est battu pour le trône après Kao. Mais son nom est inscrit sur l'entrée de la tombe de Kao, ce qui implique qu'il était le dirigeant responsable de l'enterrement de Kao, et il portait déjà ce nom avant la succession. La guerre a éclaté. On attribue à Hotep II Mui le mérite d'avoir apporté la paix en Égypte dès son accession au trône. Bien que bref, l'instabilité et la rébellion ont marqué son règne. Ranib, également connu sous le nom de Nebra, fut le premier à associer son nom à celui des dieux. Créer donc un lien entre le monarque et le divin. Il n'y a aucune explication raisonnable à la décision de Péribzin. De nombreux universitaires ont affirmé qu'il était le premier monothéiste à déclarer Seth comme la seule divinité, mais les preuves de la dévotion de son règne envers divers dieux ont réfuté cette hypothèse. Son nom ne se trouvant qu'en Haute-Égypte, il est possible qu'il ait choisi de s'allier avec décidé pour des raisons politiques, pour se distinguer de la religion Horus de Basse-Égypte. Pour une raison quelconque, il est considéré comme un bon monarque parce que le commerce, l'économie, la religion, la pratique et les arts ont tout prospéré pendant son règne. Péribzin a été remplacé par Khesky Mui, probablement son fils, qui a poursuivi le mandat de son prédécesseur. Projet de construction et aurait ramené les deux régions égyptiennes sous la tutelle centrale. Contrôle, ou du moins une unification renforcée. Ses œuvres les plus célèbres comprennent les statues de Hiérakonpolis et d'Abydos, ainsi que son rôle de père du pharaon Josur. La troisième dynastie égyptienne commence avec le roi Josur, surtout connu pour sa pyramide à Degréa. Saqqara. La chronologie de Manéthon est floue quant à l'identité de Sénachte lorsqu'il gouvernait sous la troisième dynastie. Et même son nom. Le nom de Sénachte n'est connu que par la liste du monarque d'Abydos, le papyrus de Turin et deux reliefs. Découvert dans la tombe du Mastaba, numéro K2, à Beth Kalaf.
Josure a érigé tellement de monuments que les historiens ont longtemps supposé que son mandat avait été prolongé d'au moins 20 ans. Il a lancé des campagnes militaires dans le Sinaï et a maintenu l'unité égyptienne, ce qui a abouti à la stabilité nécessaire à ses projets de construction et à la croissance des arts. La pyramide à degrés de Josure à Saqqara est la première pyramide reconnue d'Égypte, conçue par son architecte et vizir, Imhotep. Imhotep était vizir, sage, architecte, astrologue et ministre en chef sous Josure, le deuxième pharaon de la troisième dynastie égyptienne, qui fut plus tard déifié et vénéré comme le dieu de médecine en Égypte et en Grèce, où il était associé à la divinité grecque de la médecine, Asclépio. On pense qu'il a conçu la pyramide à degrés de la nécropole de Saqqara à Memphis. Cette pyramide, qui comporte 6 marches, est le plus ancien monument en pierre au monde. Une inscription portant son nom sur une statue de Josure découverte près de la pyramide de Saqqara. Le site atteste du statut élevé d'Imhotep à la cour de Josure. L'inscription comprend des titres tels que celui de chef des sculptures et de chef de les voyants. Des documents historiques décrivant la société égyptienne et la médecine tout au long de l'ancien empire démontrent que le principal magicien de la cour du pharaon faisait souvent office de représentant de la nation. Médecin-chef. La pyramide à degrés a commencé comme un monument mastaba de base, avec un sommet plat et des côtés inclinés, semblable aux tombeaux de nombreuses dynasties précédentes. L'architecte Imhotep, quant à lui, avait de plus grands projets pour la vie éternelle de son roi. Logement. La pyramide à degrés est une succession de mastabas empilés les uns sur les autres, chaque marche étant légèrement plus petit que celui du dessous, pour créer une forme de pyramide. Les mastabas antérieurs étaient faits de briques d'argile, mais la pyramide à degrés était faite de dalles de pierre, avec des motifs sculptés d'arbres et de roseaux dessus. Une fois terminée, la pyramide à degrés mesurait 62 mètres de haut, ce qui en faisait le bâtiment le plus haut de sa période. Pour dissuader les voleurs et sécuriser le cadavre et les objets funéraires du roi, les véritables chambres du les tombeaux ont été creusés sous les fondations, comme un labyrinthe de passage avec des pièces à côté des couloirs. Cependant, cette stratégie n'a pas fonctionné car la tombe a été dépouillée de tous ses objets de valeur, y compris le cadavre du roi. Dans l'Antiquité, seul son pied était découvert dans le tombeau. Néanmoins, la conception et la construction de la pyramide à degrés incarnent le génie et la vision de les bâtisseurs de la troisième dynastie, qui élèveront plus tard la pyramide enterrée et la pyramide de l'antre, parmi de nombreuses autres structures et sanctuaires. Ces premiers visionnaires ont établi les fondations des véritables pyramides ultérieures du IVe siècle. Dynastie, qui hypnotise et captive les gens depuis des millénaires. L'ancien empire d'Égypte est également connu sous le nom d'âge des pyramides ou d'âge du constructeur de pyramides, car elle contient la grande quatrième dynastie, durant laquelle le roi Snifru maîtrisait l'art de la construction des pyramides, et les pyramides de Gizeh ont été construites sous les règnes de Khéops, Khafré et Menkaure. Les documents historiques de cette époque, de la 4e à la 6e dynastie égyptienne, sont rares. Et les historiens considèrent l'histoire de cette époque comme littéralement écrite dans la pierre, et principalement architecturale dans la mesure où les universitaires ont pu construire une histoire à travers les statues et leurs inscriptions. Les pyramides elles-mêmes fournissent peu d'informations sur leurs architectes, mais les monuments funéraires adjacents, les sanctuaires et les stèles fournissent les noms du roi et d'autres informations importantes. De plus, des gravures sur pierre découvertes ailleurs au cours de cette période documentent les événements et les dates auxquelles ils se sont produits. Enfin, le mausolée du dernier monarque de la VE dynastie, Ounas, contenait la première pyramide. Texte, dessins détaillés et écrits à l'intérieur du tombeau qui mettent en lumière l'histoire religieuse vue de l'époque. Durant l'ancien empire d'Égypte, l'art et les figures standardisées d'élite étaient produits uniformément pour refléter les goûts de Memphis, la capitale. Bien que d'autres formes d'art telles que la peinture et la littérature fassent preuve de plus de compétences dans l'ancien Royaume-Uni, les statues de la fin du début de la dynastie et du début de l'Ancien Empire sont très comparables. Les œuvres d'art les plus célèbres de l'Ancien Empire sont les pyramides de Gizeh et le Grand Sphinx de Gizeh, qui subsistent tous deux aujourd'hui. Bien que les structures plus petites aient été conçues avec la même précision et la même beauté, en réalité,
Les Égyptiens accordèrent plus tard une grande importance à l'art et à l'architecture de l'ancien empire. Bien que tous les niveaux de la société puissent partager les mêmes systèmes religieux, les inégalités sociales a persisté même après la mort. Le seul obstacle important à l'accès à l'au-delà était le fait d'être enterré en dehors de l'Égypte. Les Égyptiens pensaient que pour renaître, ils devaient être enterrés en Égypte. S'ils mouraient à l'étranger, leurs proches se donnaient beaucoup de mal pour ramener leur corps. Revenir pour l'enterrement, afin que ces rituels funéraires corrects puissent être exécutés et qu'ils puissent être enterrés dans leur pays natal, leur permettant ainsi d'entrer dans l'au-delà. Que ordonnait la main-d'œuvre qui a construit les pyramides de Gizeh et ailleurs pendant. Cette fois, une efficacité bureaucratique sans précédent était nécessaire, et cette bureaucratie ne pouvait que fonctionner sous l'autorité d'une autorité centrale puissante. Au sommet de la pyramide qui représentait la société égyptienne, se tenait le monarque. Les dieux lui ont accordé la propriété de toute l'Égypte, du moins en théorie. Les classes alphabétisées et analphabètes étaient divisées dans la structure sociale égyptienne. La classe alphabétisée était la classe dirigeante. Il ne représentait qu'une petite fraction de la population, mais il constituait le principal critère de détermination. Le caractère de la société égyptienne antique est tout ce que nous savions sur la civilisation. Les individus étaient souvent plus importants que les postes qu'ils occupaient. En conséquence, même si le roi a établi l'étendue du pouvoir bureaucratique, une administration efficace dépendait en fin de compte du même groupe d'aristocrates littéraux sans lequel le roi ne pouvait pas gouverner, et nous en exposerons quelques-unes comme suit. Parce qu'un roi égyptien ne pouvait pas contrôler personnellement tous les domaines de la société, le rôle de le vizir a été créé dès le début de la période dynastique. Le vizir, assimilable à une forme de premier ministre, est chargé de la responsabilité aux autres membres de la cour, envoyer des communications par l'intermédiaire de scribes et gérer l'armée. Les activités du gouverneur régional, les projets de travaux publics et la collecte des impôts, entre autres des choses. On a longtemps pensé que Uni, le dernier roi de la troisième dynastie, était à l'origine du vaste projet de construction de l'ancien royaume en construisant la pyramide de Midam. Mais le mérite de la pyramide de Midam revient à Snéfrou, le premier roi de la quatrième dynastie, qui peut-être était le fils de Uni par l'une de ses reines mineures. Snéfrou a marqué le début de l'âge d'or de l'ancien royaume, ses réalisations les plus remarquables étant les deux pyramides construites pour lui à Dachour. Snéferu a commencé son travail avec la pyramide de Midam, connue sous le nom de fausse pyramide, en raison à sa forme. Elle ressemble plus à une tour qu'à une pyramide, et son enveloppe extérieure est entourée d'un énorme monticule de gravier. La pyramide de Midam fut la première véritable pyramide d'Égypte, mais elle n'a pas duré. C'est parce que des modifications ont été apportées à la conception initiale de la pyramide d'Imhotep, ce qui a provoqué l'apparition de l'extérieur. Le boîtier repose sur du sable plutôt que sur des rochers, ce qui le fait tomber. La période tordue et la pyramide rouge sont les structures de Snéfrou à Dachour, ou nord. Pyramide. La pyramide courbée tire son nom du fait qu'elle s'élève à un angle de 55 degrés, puis se transforme en un angle de 43 degrés avec des pierres plus petites, donnant l'impression de se pencher vers le sommet. Les ouvriers avaient terminé la base et les côtés avant de se rendre compte qu'un angle de 55 degrés était trop raide et ont changé leur plan pour terminer le travail du mieux qu'ils pouvaient. Snéfrou semble avoir compris le problème et construit sa troisième pyramide. Snéfrou semble avoir été un dirigeant qui n'avait pas peur de la perte ou du chagrin. Lorsque la pyramide courbée n'a pas satisfait à ses normes, il a simplement recommencé. La pyramide rouge, nommée d'après l'utilisation de calcaire rougeâtre dans sa construction, a été construite sur une base solide pour une meilleure stabilité et s'est élevée à une inclinaison de 43 degrés. La pyramide rouge, haute de 105 mètres, fut la première véritable pyramide égyptienne. Elle était à l'origine recouverte de calcaire blanc, tout comme les autres pyramides ultérieures, qui se sont effondrées au fil du temps et ont été récupérées par les habitants pour d'autres projets de construction. Sur les traces du complexe de Djézé à Saqqara, Snéfrou possédait des temples mortuaires et les autres structures construites autour sous forme de pyramides, avec des prêtres supervisant les activités quotidiennes. Une fois la pyramide rouge terminée, tout cela témoigne de la stabilité de son règne, qu'il a légué à son fils Khéops. Quand il est mort, les auteurs grecs anciens appelaient Khéops Khéops, et il est surtout connu pour son grand pyramide de Gizeh.
Dans leurs œuvres, les Grecs le dépeignent comme un tyran qui opprime le peuple et contraint. Qu'ils travaillent pour lui contre leur gré. Cette perception a peut-être été créée par les contes contenus dans le papyrus Westcar, compilation de 4 histoires écrites sur les rois de la 4e dynastie est trouvée par Henri Westcar vers 1824 CE. Le papyrus contient 4 contes racontés par les fils de Khéops, dont un dans lequel le roi Khéops convoque un sorcier qui prétend pouvoir reconnecter une tête décapitée à un corps, et certains universitaires ont interprété ces actions en demandant une manifestation comme malveillante ou négligente. Sous le règne de Khéops, l'Égypte devint encore plus riche grâce à ses batailles militaires contre la Nubie et la Libye, ainsi que ses accords commerciaux lucratifs avec des villes telles que Byblos. Il a également investi dans des innovations agricoles pour améliorer les moyens de subsistance de son peuple. Durant son règne, le premier barrage documenté au monde a été construit à Wadi Jaraoui, une montagne s'étend à l'ouest de Élouin moderne. Ce barrage a amélioré la disponibilité de l'eau pour les fermes et autres habitants de la ville. La grande pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde. Un emblème distinctif de l'Égypte. Il est situé sur le plateau de Gizeh, près de la ville moderne du Caire, et a été construit plus de 20 ans sous le règne de Khéops. Bien que de nombreuses hypothèses existent concernant le but de la pyramide, la plus généralement admise, l'idée est qu'il a été construit comme tombeau du roi. Cependant, la manière dont il a été construit reste encore aujourd'hui un mystère. Les historiens continuent de contester l'idée de rampe faisant le tour de l'extérieur du bâtiment pour mettre les blocs en position. Ces théories persistent malgré un nombre croissant de preuves prouvant que la pyramide a été construite par les anciens Égyptiens, en utilisant des moyens techniques qui leur étaient probablement si communs qu'ils ne ressentaient pas le besoin de les documenter. Néanmoins, la complexité des passages intérieurs, des puits et des chambres, ainsi que le puits d'Osiris à proximité, encourage la persistance de ces théories marginales, tout comme le mystère de la façon dont la pyramide a été construite et de son orientation par rapport aux points cardinaux. Une personnalité éminente de cette époque, appelée Emayunu, était le vizir pendant le règne de Khéops sous la 4e dynastie, et l'un des parents du roi. Il était chargé de construire sa grande pyramide et de surveiller ses travaux de construction. Et il fut enterré près de la pyramide de Khéops. Les travaux de construction de la pyramide ont été réalisés par des ouvriers experts et non qualifiés par l'État pour le travail. Ces employés ont soit proposé de rembourser une dette, soit effectué des travaux d'intérêt général, soit ont été payés pour leur temps. L'inondation annuelle du Nil était importante pour la survie des Égyptiens car elle distribuait la terre riche des berges de la rivière sur toutes les terres agricoles du rivage. Cependant, cela a également rendu impossible l'exploitation de ces terres pendant l'inondation. À cette époque, le gouvernement fournissait du travail aux fermes en construisant de grands monuments. Ce sont ces individus qui effectuaient le véritable travail physique consistant à déplacer des pierres, à élever des obélisques, la construction de temples et la construction de pyramides qui continuent d'étonner et de motiver les gens aujourd'hui. Khéops a été remplacé par un membre de sa famille en dehors de la lignée légale, appelé Gidefra, après la mort. Gidefra était le fils de Khéops, mais il ne semblait pas être son héritier désigné. Certains érudits pensent que Gidefra a construit le grand sphinx de Gizeh, tandis que d'autres pensent que Khafre, son frère et successeur, l'a construit. Le sphinx est le plus grand monument monolithique du monde, montrant le torse d'un lion couché, avec une tête et un visage de roi. Historiquement, le visage de ce roi a été identifié comme étant celui de Khafre, mais Dobrev et d'autres. Je crois que c'est celui de Khéops. Il semble avoir été construit par Khafre, car il est exactement dans l'alignement de sa pyramide complexe, et le visage du sphinx ressemble plus à Khafre qu'à Khéops. La pyramide de Khafre est la 2e plus grande de Gizeh et son complexe est presque aussi grand que celui de son père. On sait peu de choses sur son règne. Selon des textes égyptiens, il a poursuivi la politique et le modèle de gouvernement de son père, en concentrant le pouvoir entre les mains des membres de sa famille les plus proches et en exerçant une stricte contrôle sur les politiques et les lois. Après le décès de Khafre, la succession fut à nouveau temporairement interrompue lorsque Baka, le président de Gidefra, fils, a pris le trône. Il n'a même pas régné pendant 1 an avant que Mankri, le fils de Khafre, ne prenne la relève.
Les écrits grecs et égyptiens font l'éloge de Menkhri. Menkhri, comme son père et son grand-père avant lui, a commencé la construction de sa pyramide de Gizeh et complexe de sanctuaires. La pyramide et le complexe de Menkhri sont plus petits que les deux autres, ce qui représente une développement dans l'histoire de l'Ancien Empire, et l'une des causes de son effondrement. Les ressources nécessaires à la construction de la grande pyramide n'étaient plus accessibles à l'époque de Menkhri. Période, mais il fit de son mieux pour établir une résidence permanente à la hauteur de celle de son père et celui de grand-père. Kouenra, le fils et successeur désigné de Menkhri, périt pendant la construction de cette pyramide, bouleversant la succession dynastique, et Menkhri mourut avant que le complexe pyramidal ne soit terminé. Bien qu'il ait régné pendant 30 ans, il n'a pas pu achever l'œuvre de ses prédécesseurs, qui. De nombreux historiens attribuent cela à la diminution des ressources dont il disposait. Shepskov, le successeur de Menkhri, a terminé la structure de Menkhri à Gizeh, mais a été enterré dans un mastaba relativement modeste à Saqqora. Comme indiqué précédemment, les monarques ont consacré d'immenses ressources à leur structure funéraire et des bâtiments, mais ces temples et sanctuaires étaient de plus en plus sous l'autorité des prêtres qui les géraient, plutôt que le roi. Bien que le plateau de Gizeh soit aujourd'hui un ancien site ensablé à la périphérie du Caire, il a été une ville de défunts, habitée par les vivants qui s'en occupaient à l'époque de Menkhri. Gizeh comptait des maisons de prêtres, des sanctuaires, des logements pour les travailleurs, des magasins, des usines, des brasseries et toutes les commodités d'une petite métropole. La vie civile dans l'Égypte ancienne était très active. La classe sociale la plus basse était constituée de paysans qui ne possédaient pas les terres sur lesquelles ils travaillaient, ou les maisons dans lesquelles ils résidaient. Le monarque, les membres de la cour, les nomarques et les prêtres possédaient la terre. Pour commencer, diraient les paysans, travaillons pour la noblesse. Les paysans étaient pratiquement toujours des agriculteurs, quel que soit le métier qu'ils exerçaient. Ils cultivaient et récoltaient leurs récoltes, donnant la majorité aux propriétaires fonciers tandis que, en gardant une partie pour eux, la plupart possédaient des jardins privés, que les dames entretenaient pendant que les hommes travaillaient dans les champs. La couche la plus basse de la société a créé les articles utilisés dans le commerce, permettant à la civilisation dans son ensemble pour survivre. Ces paysans faisaient également partie de la main-d'œuvre qui érigeait les pyramides et autres monuments égyptiens. Lorsque les rives du Nil ont débordé, l'agriculture est devenue difficile et les hommes et les femmes sont allés travailler au projet du roi. Ce travail était toujours récompensé, et aucune preuve littéraire ou physique ne soutient l'affirmation que tous les monuments majeurs de l'Égypte ont été érigés par le travail des esclaves. Travailler, construire des monuments comme la pyramide et les complexes funéraires associés, les temples et les obélisques offraient à la paysannerie la seule possibilité de mobilité ascendante. Les peintres et graveurs qualifiés, en particulier, étaient très demandés en Égypte et étaient payés plus que des ouvriers non qualifiés qui se contentaient de transporter les pierres pour la construction à partir d'un seul endroit à un autre. Les paysans pourraient également améliorer leur statut en apprenant un métier et en produisant des vases, bols, assiettes et autres céramiques dont les gens ont besoin. Des menuisiers qualifiés pourraient faire fortune en fabriquant des tables, des bureaux, des chaises, des lits et des rangements, coffres, tandis que les peintres étaient nécessaires pour décorer les habitations de la classe supérieure, les châteaux, les tombeaux et les monuments. Les brasseurs étaient également tenus en haute estime et les brasseries étaient parfois contrôlées par les femmes. Ils semblent avoir été opérés par des femmes au début de l'histoire égyptienne. La bière était la boisson la plus populaire dans l'Égypte ancienne et elle était couramment utilisée comme boisson de récompense. 3 fois par jour, les travailleurs du plateau de Gizeh recevaient une ration de bière. La divinité Osiris aurait fourni la boisson au peuple, et les brasseries étaient supervisées par la déesse Tenenet. Les mariages étaient plus laïques que religieux dans l'Égypte ancienne. Les parents planifiaient la majorité des mariages dans toutes les classes. Les filles étaient souvent mariées à 12 ans et les garçons à 15 ans. Les descendants royaux étaient fréquemment promis aux monarques étrangers en tant que bébés pour sceller les traités. La vie des anciens Égyptiens n'était pas uniquement une vie de travail. Ils ont trouvé suffisamment de temps pour s'amuser en participant à des sports, à des jeux de société et à d'autres activités. Hockey, handball, tir à l'arc, natation, tir à la corde, gymnastique, aviron et un sport connu comme les joutes nautiques,
qui était une bataille navale jouée dans de petits bateaux sur le Nilan, dont un jouteur tentait de faire tomber l'autre de son bateau, tandis que le deuxième équipier manœuvrait l'engin. Étaient tous des sports égyptiens anciens. Les fêtes de l'Égypte ancienne étaient individuellement distinctes, selon la nature de l'occasion, mais ils avaient tous une chose en commun, boire et se régaler. Le régime alimentaire égyptien se composait principalement de céréales, de blé et de légumes. La viande était incroyablement chère et seule la royauté pouvait se le permettre. La 4e dynastie se termina avec le bref règne de Shepsikov, et la 5e commença avec beaucoup moins de espoir. La 5e dynastie est connue sous le nom de dynastie du roi Soleil car bon nombre de ses titres contiennent le nom de la divinité Ra, généralement donné par Ré. Les 3 premiers de ses dirigeants, Usurkov, Sahur et Kake, seront plus tard commémorés comme divinement choisis dans le conte sur papyrus de Ouestkar, la naissance des rois. La dynastie commence avec le roi Usurkov, mais une dame appelée Kinkos, probablement une fille de Mankor, apparaît en bonne place dans les textes égyptiens comme mère des 2 rois du Haut et du Basse-Égypte, même si l'on ne sait pas exactement qui étaient ces monarques. Son monument est la 4e pyramide de Gizeh et elle était une personne importante. On ne sait pas grand-chose d'elle. Usurkov est surtout connu pour son travail sur le temple du soleil et Abusir. Cette structure représente une divergence significative par rapport à la position du monarque au début de l'Aïv dynastie, et le début de la fin de Gizeh comme nécropole du roi. La divinité solaire a été désormais vénérée directement par le peuple à travers le sacerdoce, et la position du roi en tant que principal représentant du dieu fut réduite. Le fils de Usurkov, Sahir, le remplaça et construisit son complexe funéraire à Abusir, près du temple du soleil. Sahir était un monarque compétent qui dirigea la première expédition égyptienne à Punt et organisa d'importants traités commerciaux avec d'autres pays. Punt, en revanche, a été l'une de ses plus grandes réalisations, car il est devenu un acteur important. Source de bon nombre des ressources les plus précieuses de l'Égypte et, avec le temps, elle fut considérée comme une pays légendaire des dieux. Sahir a construit son propre temple du soleil à Abusir et a été le premier à utiliser des symboles palmiformes. Colonnes dans le bâtiment, qui deviendront plus tard la norme pour les colonnes dans toute l'Égypte. Les exploits de guerre de Sahir et sa gestion prudente des ressources ont enrichi la nation, comme le démontre par le travail complexe effectué sur son complexe funéraire et les inscriptions découvertes. Son fils Néferir Kake lui succède. Les inscriptions suggèrent qu'il était un bon roi et très apprécié, mais on sait peu de choses sur son mandat, sauf que le sacerdoce est devenu encore plus dominant sous son contrôle. Son fils Néferir Frey lui succéda mais mourut jeune, peut-être vers l'âge de 20 ans. Il fut suivi par le roi Shepshakar. Nusir-Eni lui succède, et les prêtres de Ra acquièrent encore plus d'autorité au cours de son mandat. Règle. La bureaucratie des temples et des bâtiments mortuaires s'est également développée, imposant un fardeau haut. Les coffres royaux, qui payaient les soins et l'entretien du sanctuaire. Mankor Khayu l'a remplacé, mais on sait peu de choses sur son règne, à part le fait que il fut le dernier monarque à construire un temple au soleil. Djedkarezi l'a remplacé entre la fin du 25e et le milieu du 24e siècle avant JC. Les racines de Djedkarezi ne sont pas claires. Il n'est pas considéré comme le fils de Mankor Khayu, mais il pourrait y être lié. Pour maintenir la stabilité de l'économie, il réforme en profondeur l'administration et le clergé. Pendant son règne, Djedkarezi a refusé la pratique coutumière d'ériger un sanctuaire à la divinité du soleil et diminution du nombre de clercs nécessaires à l'entretien des structures funéraires. Il a également organisé la 2e expédition Punt, qui a enrichi l'Égypte et renforcé les relations avec Punt. Mais l'élément le plus important du règne de Djedkarezi fut la décentralisation du pouvoir. Le gouvernement de Memphis, qui a donné plus de pouvoir aux autorités locales. Djedkarezi a été remplacé par son fils, Hunus, dont le règne est peu documenté. Hunus fut le premier roi égyptien à faire décorer et inscrire l'intérieur de son tombeau, avec ce qui est devenu connu sous le nom de texte des pyramides. Ces inscriptions représentent le roi en communion avec Ra et Osiris. La position du roi était déjà considérablement réduite au début de la vie dynastie. Les fonctionnaires locaux et les bureaucrates ont construit des tombes plus élaborées que les nobles sous le règne du premier monarque, Tedi.
Tedi a été tué par ses gardes du corps selon l'historien du IIIe siècle avant notre ère, Manito. Un acte qui aurait été inconcevable auparavant. Il a été remplacé par Usurkur, qui pourrait avoir été impliqué dans le plan d'assassinat. Son règne fut bref et il fut suivi par le mariage Pépé Ier, au cours duquel les nomarques gagnèrent. Autorité. À la fin de l'Ancien Empire, le pouvoir politique s'était fragmenté et le système était décentralisé. La restauration du pouvoir central fut un long processus qui dura jusqu'à la XIIe dynastie. En raison de l'effondrement du pouvoir central, l'autorité politique est passée entre les mains des nomarques, qui en ont pris le contrôle total. Ce schéma a persisté sous les règnes de Marinred Nantomsof et Neferker Pépé II, qui monta au royaume comme un enfant et périt comme un vieil homme, signifiant un incroyable règne de près d'un siècle. Durant le long règne de Pépé II, l'Ancien Empire s'est progressivement effondré. L'influence croissante des nomarques provinciaux et du clergé a érodé l'autorité du gouvernement central et l'autorité du roi. Pépé II fut suivi par Marinred Nantomsof II, avec un règne très court. Et la dynastie prit fin avec Neferkar, qui fut identifiée par certains érudits et égyptologues comme la reine Natakri, d'après le récit d'Hérodote sur une reine égyptienne qui venge la mort de son frère. Meurtre en noyant ses assassins lors d'un banquet. Pépé II a survécu à tous les héritiers du trône et semble avoir été un acteur plutôt inefficace. Monarque dans ses dernières années. Lorsque la sécheresse a provoqué la famine dans le pays, il n'existait aucune autorité centrale efficace pour y réagir. L'Ancien Empire s'est terminé avec la dynastie parce qu'aucun dirigeant puissant n'est monté au pouvoir. Au trône pour guider le peuple. Les autorités locales se sont concentrées sur leur domaine et manquaient de moyens et de motivation pour aider le reste de la nation. À mesure que la dynastie s'éteignait, l'Égypte descendit progressivement vers la première période intermédiaire. La première période intermédiaire est marquée avant tout par une montée en puissance des autorités provinciales, administrateurs de zones distinctes et un déclin du pouvoir du gouvernement central au niveau Memphis. Les grandes structures de l'Ancien Empire à l'échelle des pyramides de Gizeh n'étaient plus construites au cours de la première période intermédiaire parce qu'il n'y avait pas de système central fort. Un souverain pour les commander et les payer, et aucune administration pour coordonner l'importante main-d'œuvre. L'image culturelle issue de l'étude des données historiques ne supporte pas une vision chaotique. Une époque sombre, mais plutôt un modèle social et politique différent de celui qui l'avait précédé. Il existe des preuves historiques de l'allégation de troubles et de désordres, qui découlent de l'absence d'un gouvernement central unique et puissant. Les différentes régions du pays étaient essentiellement autonomes. Le manque d'informations sur les rois des VIE et VIE dynasties en témoigne. À leur inefficacité. Leurs identités et dates seront oubliées dans les annales égyptiennes. L'ancienne ville de Memphis a été abandonnée à un moment donné par des dirigeants qui se voyaient en tant qu'héritiers des rois de l'Ancien Empire. Les dirigeants des 9e et 10e dynasties s'emparèrent alors d'Héracléopolis comme centre et se sont déclarés les vrais rois d'Égypte. Intef, un nomarque thébain qui portait les épithètes habituelles de grand suzerain, de gnome et surveillant des prêtres, s'est fait connaître à Thèbes vers 2125 avant JC et s'est opposé à l'autorité des rois héracléopolites. Intef Ier a établi la 11e dynastie égyptienne et a contribué à l'unité du pays. Durant l'Empire du Milieu, il était connu sous le nom d'Intef le Puissant et un monument en son honneur a été érigé dans le temple de Karnak. Et c'est ainsi que commença une nouvelle ère, celle de l'Empire du Milieu. Même si Mentuhotep II était connu comme la seconde menace, celui qui unifia l'Égypte et inaugura le période de l'Empire du Milieu, la voie vers cette unité a été tracée par Intef I et ses successeurs. Mentuhotep Ier, environ 2115 avant notre ère, suivit le chemin d'Intef Ier et conquit les pays voisins. Gnome pour Thèbes. Agrandissant considérablement la stature et la force de la ville, ses initiatives furent portées, suivies par ses prédécesseurs. Mentuhotep II a utilisé ses premières victoires pour finalement battre Héracléopolis puis punir ces gnomes, restés fidèles aux anciens rois, tout en récompensant ceux qui avaient honoré Thèbes. Mentuhotep II a consacré son temps après le processus d'unité au pouvoir, aux réalisations militaires et des projets de construction.
Le successeur de Mentuhotep, Mentuhotep III, a régné de 2010 à 1998 avant notre ère, maintenu et élargi ses programmes. Il envoya une armée sur place et renforça les frontières nord du delta. Mentuhotep IV l'a remplacé, tout son règne de 7 ans est resté silencieux, mais il a très probablement continué la politique de son prédécesseur parce que la nation prospère lorsqu'Amnemo remplace lui comme monarque. Quand Amnemo était vizir de Mentuhotep IV et fut envoyé avec sa mission d'extraire des pierres pour le projet du roi, il fit inscrire les événements extraordinaires dont il fut témoin. Tout d'abord, une gazelle a accouché sur la pierre choisie pour le sommet du sarcophage du roi, indiquant que la pierre avait été choisie correctement car elle était dotée de fécondité et de vie. Deuxièmement, une pluie inattendue s'est abattue sur la célébration, révélant un puits suffisamment grand pour arroser tout le rassemblement. Cette inscription fut plus tard interprétée comme signifiant qu'Amnemo avait été choisi par les dieux devenir roi, car les dieux lui avaient permis de faire des miracles. Amnemo Ier abandonna Thèbes pour des raisons inconnues et établit son siège au tribunal d'Ititaoui, au sud de Memphis. Le successeur d'Amnemo Ier, Sénari Ier, 1971 à 1926 avant notre ère, a amélioré l'infrastructure du pays et a lancé les types de grands projets de construction qui avaient caractérisé l'ancien empire et représentaient le pouvoir du roi, y compris un temple à Amon à Karnak, qui déclencha la construction du grand complexe du temple là-bas. Amnemo Ier avait suivi les traces d'Intep II et de Mentuhotep II en restreignant l'autorité des nomarques et des prêtres locaux et donner le pouvoir uniquement à ceux qui ont le plus confiance dans la famille. Sénari a continué la même stratégie. L'administration de la 12e dynastie était si efficace que contrairement à l'ancien empire, il maintenait la richesse centralisée auprès du monarque tout en permettant le développement et la prospérité des régions individuelles sans leur permettre de devenir trop fortes. Le roi gouvernait toute l'Égypte, mais certains officiers étaient récompensés pour leur dévouement. Les Égyptiens ont développé diverses méthodes avancées de systèmes d'irrigation et, pour suivre les niveaux d'eau, ils ont construit des nilomètres pour mesurer la hauteur de l'inondation et déterminer les niveaux d'impôts censés être payés. Des canaux ont été creusés pour approvisionner en eau différentes zones lorsque Sénari II a décidé de transformer le région de Tayam en centre agricole. Il développa un système d'irrigation spécifique avec une digue qui transportait l'eau du lac Maurice, ce qui a entraîné la prospérité des cultures dans la région. Il est également à l'origine de la construction de la Chapelle Blanche, un bâtiment important pour les historiens et les universitaires car il contient un enregistrement de tous les gnomes de l'époque. Sénari Ier a été suivi par Amnemo II, 1929 à 1895 avant notre ère, qui a peut-être gouverné à ses côtés. La pratique de la corégence était propre à l'Empire du Milieu, dans lequel un homme plus jeune, l'héritier choisi par le monarque, généralement un fils, gouvernerait aux côtés du roi pour connaître le poste et garantir un transfert de pouvoir fluide. D'autres ne sont pas d'accord sur la question de savoir si cette pratique a été réellement suivie, même s'il ne fait aucun doute qu'il fut suivi par Amnemo II et son successeur Sénari II, 1897 à 1878 avant notre ère. Les doubles dates pour deux dirigeants sur les cartouches officielles indiquent la corégence. Le règne d'Amnemo II est peu connu, mais Sénari II se distingue par ses excellentes relations avec les gnomes régionaux et une prospérité améliorée de la nation. Il convient de noter que sous le règne de Sénari II, les responsables locaux ont prospéré tout comme ils avaient à la fin de l'Ancien Empire, mais cela n'a pas causé au royaume les difficultés qu'il avait auparavant. Sénari II fut suivi par Sénari III, 1878 à 1860 avant notre ère, le monarque le plus puissant de période, dont le règne fut si prospère qu'il fut déifié de son vivant. Son règne se caractérise par l'avancée militaire du Danube, ainsi que par l'augmentation des richesses de l'Égypte et d'influence. Sénari III a illustré la valeur culturelle égyptienne de la capacité militaire et de l'action rapide. Était le summum du roi guerrier. On le pensait imbattable à la tête de ses troupes. Ses expéditions en Nubie élargirent les frontières de l'Égypte et les fortifications qu'il érigea le long de la frontière facilitaient le commerce. Il a également mené une expédition en Palestine et, par conséquent, a établi des liens commerciaux avec cette région. Améliorée. Et pour contrôler les inondations et diriger les eaux d'irrigation, les anciens Égyptiens construisaient de la terre
et des barrages et barrages en pierre, comme le barrage d'El Lahan, qui a été érigé sous le règne de le roi Amenhotep III, qui régna sous la 12e dynastie après le règne de Sénari III, alors qu'il voulait faire bon usage des eaux de crue pour le système d'irrigation et protéger l'état des niveaux élevés et destructeurs d'eau d'inondation. Début novembre, avant que l'eau ne quitte entièrement les bassins, c'est le moment où les préparatifs, car la saison des plantations a commencé. Avant que les champs ne soient préparés pour la plantation, les installations d'irrigation étaient réparées ou dégagées. Et les limites de propriété ont été réévaluées, et comme les anciens Égyptiens étaient connus pour documenter chaque détail de leur vie quotidienne, nous avons vu le processus de croissance et de récolte. Le grain représenté avec beaucoup de détails dans les peintures de diverses tombes. Diverses cultures ont été largement plantées, ce qui a rendu les types d'aliments abondants en Égypte, tels que le blé tendre, qui servait à fabriquer du pain et de la bière, du raisin pour le vin, des dattes, des palmiers maudits, des porcs, des sycomores. Et le papyrus, dont les tiges étaient utilisées pour fabriquer des rouleaux d'écriture semblables à du papier, et était également un excellent matériau pour fabriquer des voiles, des cordes et même des nattes. Divers outils ont été utilisés par les agriculteurs pendant le processus de plantation, comme un très intéressant. Un appelé chatef. C'est un appareil manuel utilisé pour extraire l'eau de la rivière, qui consiste en une longue perche avec un seau accroché à une corde à une extrémité et à l'autre extrémité, auquel est attaché un poids. Il servait soit à remplir des cruches d'eau pour les transporter, ou encore faire couler l'eau dans de petits canaux le long des fossés. Cependant, il est normal que les gens se demandent comment une telle civilisation dans les temps anciens a réussi à ériger d'immenses bâtiments et à déplacer des statues colossales, sans avoir la technologie dont nous disposons dans le monde moderne actuel. Quelques scènes des tombes de les hauts fonctionnaires ont la preuve de la manière dont s'est déroulé tout le processus de déplacement d'immenses statues. Géhudinacte était un nomarque de la 12e dynastie. Il gouvernait le 15e gnome de Haute-Égypte. Il a une scène très intéressante dans sa tombe du transport d'un objet d'environ 6,8 mètres. Un monument élevé à son image par 172 personnes utilisant des cordes et un toboggan dans le cadre d'un effort aidé par le déversement d'eau devant le toboggan. Malheureusement, aucune preuve de ce colosse n'a jamais été découverte. Amenhotep III ne se vantait d'aucun triomphe militaire majeur, mais en construisit presque autant. Monument comme son père et était responsable du vaste sanctuaire mortuaire de Hawara, connu sous le nom de labyrinthe. Amenhotep IV, 1815 à 1807 avant notre ère le remplaça et maintint sa politique. Il a accompli les tâches de construction de son père et a commencé plusieurs des siennes. Durant son règne, des expéditions militaires et commerciales furent entreprises à de nombreuses reprises. Et le commerce prospérait avec les villes du Levant, en particulier Byblos et ailleurs. La corégence. Cette politique, si elle était mise en œuvre, avait garanti un transfert transparent du pouvoir d'un dirigeant à l'autre. Mais cela échoua dans le cas d'Amenhotep IV, qui n'avait pas de successeur masculin pour préparer le succès. Après sa disparition, le trône passa à sa sœur, ou probablement à son épouse, Sobnefru, 1807 à 1802 avant notre ère, dont la règle est peu connue. À moins que la reine Nitakru de la 6e dynastie d'. Acceptée comme réelle, Sobnefru fut la première femme à gouverner l'Égypte depuis le début de la période dynastique. La 12e dynastie s'acheva lorsqu'elle périt sans héritier, et la 13e commença avec le règne de Sobkhotep Ier, 1802 à 1800 avant notre ère. La 12e période de l'Empire du Milieu fut la plus puissante et riche. La 13e dynastie recevrait les richesses et les politiques, mais serait incapable de les mettre en place. À bon escient. La 13e dynastie semble avoir maintenu la politique de la 12e dynastie. Monarque et pour maintenir l'unité de la nation, mais aucun d'entre eux n'avait le pouvoir personnel des rois précédents. Selon des documents incomplets, la Basse-Égypte commença à développer ses groupes politiques. Cette époque commence lorsque les dirigeants égyptiens de la 13e dynastie déménagent la capitale d'Etitaoué à Thèbes, l'ancienne capitale de la fin de la 11e dynastie en Haute-Égypte, affaiblissant ainsi leur emprise sur le nord. Amenhotep Ier, 1991 à 1962 avant notre ère, a établi la petite colonie de Udwarahan, l'extrême nord au début de la 12e dynastie, qui s'est développée en un pôle commercial facilement accessible. Accès à la mer et aux routes menant au Sinaï et à la région de Palestine.
Durant la XIIIe dynastie, un commerce et une immigration efficaces ont amené une augmentation du peuple sémitique à Avari, qui est finalement devenu suffisamment riche et puissant pour exercer le pouvoir gouvernemental dans la nation. Ces individus étaient connus des Égyptiens sous le nom de Ekasi ou Ixo. Le nom des Ixo reste pas clair. De nombreuses hypothèses ont été proposées, notamment la possibilité qu'elles étaient des réfugiés fuyant l'invasion aryenne de l'Asie. L'hypothèse de l'invasion nordique a été démystifiée, tout comme cette affirmation. Les Égyptiens les appellent asiatiques, mais c'est un mot utilisé pour désigner toute personne au-delà de la frontière orientale du pays, du Levant à la Mésopotamie. À la fin, XIIIe dynastie, les monarques égyptiens cessèrent d'approvisionner les fortifications frontalières situées en Nubie. Et aucun soldat supplémentaire n'y était stationné. Les troupes, déjà stationnées au fort, n'ont jamais été restituées à l'Égypte et les anciennes garnisons sont devenues leurs résidents permanents. Ces troupes servaient d'intermédiaires commerciaux entre la ville égyptienne de Thèbes et la royaume de Couche. Alors que la XIIIe dynastie négligeait les affaires du Sud, tout comme elle le faisait pour au nord, le royaume de Couche s'est développé en un pouvoir centralisé, avec sa capitale à Kerma. Certaines des anciennes fortifications égyptiennes le long de la frontière ont été détruites à un moment donné. Vraisemblablement lors d'une agression, bien que cela ne soit pas clair. Ce qui est évident, c'est que, comme le disait l'Égyptien, le gouvernement de Thèbes a ignoré l'influence de Couche dans le sud, le pouvoir de Couche a augmenté et le gouvernement de Thèbes a ignoré l'influence de Couche dans le sud. La frontière est devenue plus flexible. Les troupes, restées sur place, ne considéraient plus cela comme leur devoir de se protéger contre les invasions, et s'étaient plus habitués au rôle de traître que militaire à ce stade. Les monarques documentés pour la dernière partie des XIIIe et XVIe. Les dynasties égyptiennes ne sont pas égyptiennes ou, à tout le moins, ne portent pas de noms égyptiens et sont considérés comme dirigeants Ixo. Leur chronologie est confuse et certains noms ne sont connus qu'à partir d'objets de cérémonie, tandis que d'autres ne sont connus qu'à partir de morceaux de liste royale, ce qui rend la datation problématique. Les Ixo ont acquis la domination économique du delta oriental, puis ont poussé vers le nord. Négocier des traités et conclure des contrats avec divers nomarques, gouverneurs et autres districts en Basse-Égypte, jusqu'à ce qu'ils aient conquis une quantité considérable de territoire et puissent exercer autorité politique. Une fois établis à Avari, les Ixo élevèrent les Égyptiens à des postes de pouvoir, adopter les coutumes et les vêtements égyptiens et absorber le culte des divinités égyptiennes dans leurs propres croyances et cérémonies. Les monarques Ixo fondèrent la XVe dynastie égyptienne, mais une fois qu'ils furent expulsés, les envahisseurs thébains détruisirent toute trace des Ixo en Égypte. Seulement quelques Ixo. Les dirigeants sont connus par leur nom grâce aux ruines d'inscriptions et autres textes découverts à Avari et ailleurs, dont le plus connu, Apépi. Apépi était également connu sous le nom d'Apophie et avait un nom égyptien lié au serpent géant Apophi ou à un animal de compagnie, l'ennemi juré du dieu solaire Ra. Au même moment où les Ixo prenaient de l'importance dans le nord de l'Égypte, les Nubiens accédaient au pouvoir aux États-Unis. Sud. La XIIIe dynastie de l'Empire du Milieu, comme celle de Basse-Égypte, avait oublié de prêter attention à sa frontière sud. Thèbes resta la capitale de la Haute-Égypte, mais au lieu de dominer le nation entière, elle était coincée entre les Ixo au nord et les Nubiens au sud. Selon Manito, Apépi des Ixo écrivit au roi thébain, Saknarata, 1580 avant notre ère. Supprimez le bassin aux hippopotames à l'est de la ville, car ils m'empêchent de dormir. Le message concernait très probablement la pratique thébaine de la chasse à l'hippopotame. Ce qui aurait été insultant pour les Ixo, qui adoraient Seth et incluaient l'hippopotame dans leur pratique religieuse. Tal, plutôt que de se conformer à la demande, y voyait un défi à son autonomie et marcha sur Avari. Sa maman indique qu'il a été tué au combat. Et ceci, ainsi que les événements qui suivent, révèlent que les Thébains furent vaincus dans cette bataille. Lutte. Khamo, le fils de Tal, s'est rallié à cette cause, déplorant amèrement dans une inscription qu'il devait payer les impôts des Asiatiques et les relations avec les étrangers au nord et au sud de lui et de son royaume. Il lança une énorme attaque contre les Ixo, détruisant Avari selon le récit. Khamo rapporte que son attaque a été si rapide et si effrayante qu'elle a rendu les femmes Ixo stériles. Et qu'il a détruit la ville après le carnage.
Ce compte semble être exagéré, puisque les Hyksos conservèrent le contrôle de la Basse-Égypte 3 ans après l'invasion de Khamo. Et Avarie resta le bastion des Hyksos. Khamo fut remplacé par son frère Amos, qui, selon les inscriptions, chassa les Hyksos d'Égypte et détruisit leur métropole d'Avarie. Ces événements sont décrits dans les inscriptions funéraires d'un autre homme. Amos, fils d'Ibana, soldat qui combattit sous le roi Amos, qui décrit la dévastation d'Avarie et la retraite des Hyksos restant à Charouin dans la région palestinienne. Amos assiégea alors cette ville pendant 6 ans jusqu'à ce que les Hyksos s'enfuient à nouveau. Cette fois en Syrie, même si ce qui leur est arrivé par la suite est inconnu. Amos Ier a non seulement établi la 18e dynastie, mais a également commencé le nouveau royaume d'Égypte. L'époque de l'Empire égyptien. Les Hyksos étaient responsables de la formation d'un professionnel. L'armée égyptienne de conquête depuis Amos Ier, et ceux qui l'ont suivi, ont cherché à garantir que aucune nation étrangère n'a jamais acquis une telle domination sur son pays. Le triomphe qui deviendrait le nouveau royaume, une période de prospérité et de succès sans précédent en Égypte, est l'héritage de la deuxième période intermédiaire. La 18e dynastie égyptienne, fondée par Amos Ier, serait construire certains des monuments les plus célèbres et mémorables depuis les pyramides de l'Ancien Empire. Et élargir les frontières de l'Égypte pour en faire un royaume. Amos Ier. Amos, j'ai réalisé que les Hyksos avaient pu s'établir en toute sécurité. Parce que les monarques égyptiens précédents le leur avaient permis. En conséquence, il a choisi de créer zones protégées autour des frontières égyptiennes et fortifier les colonies négligées dans les zones stratégiques. Endroit pour protéger la nation. La bataille d'Amos Ier contre les Hyksos l'amena, lui et ses troupes en contact avec les zones de Palestine et de Syrie, où il a poursuivi ses opérations. Tout en menant également des excursions militaires vers le sud, contre le royaume de Couche et la Nubie. À sa mort, il avait protégé la nation et consolidé son autorité, laissant une situation politique et économique pour son remplaçant, Amenhotep Ier, 1541 à 1520 avant notre ère. Les inscriptions montrent qu'Amenhotep Ier a suivi la politique de son père et s'est modelé sur lui. En tant que monarque guerrier, mais il ne commanda probablement que des batailles en Nubie. Il n'y a pas récit de lui menant des expéditions en Palestine ou en Syrie, mais il l'a peut-être fait. Parce que ces zones sont restées sécurisées pendant son règne et celui de son successeur. Thutmose Ier, 1520 à 1492 avant notre ère. L'a remplacé et a immédiatement déclenché des guerres pour étendre la portée de l'Égypte. Thutmose, j'ai posé un révolte en Nubie qui a éclaté peu après son accession au trône, assassinant personnellement le monarque nubien. Et suspendant son cadavre à la proue de son navire pour avertir les autres rebelles. Il a ensuite prolongé le contrôle de l'Égypte sur la Nubie plus au sud avant de se concentrer sur la Palestine et la Syrie. Il agrandit le célèbre temple de Karnak de Thèbes et construit de nombreux autres temples et structures partout. Égypte. Thutmose II, 1492 à 1479 avant notre ère lui succéda, mais on sait peu de choses sur son règne car il fut rapidement éclipsé par sa demi-sœur plus puissante Hatshepsut. Hatshepsut, 1479 à 1458 avant notre ère, fut l'une des dirigeants du nouveau royaume les plus puissants et les plus efficaces. Thutmose II a eu un enfant avec elle et il a eu un autre avec une femme mineure, Thutmose III, qu'il nomma son successeur, 1458 à 1425 avant notre ère. Après la mort de Thutmose II, Hatshepsut fut nommée régente d'Égypte et co-gouverna officiellement avec Thutmose III, mais elle avait été la force derrière le mandat de son mari et continuait à faire ainsi qu'elle l'entendit après sa mort. Hatshepsut est en charge de nombreuses initiatives de construction. Elle mena l'expédition la plus réussie à Punt, ajouta ses œuvres au temple de Karnak et gouvernait en harmonie avec la Nubie au sud. Ses projets de construction étaient si beaux. Et nombreux sont ceux qui ont été revendiqués par les pharaons ultérieurs. Ils ont pu le faire parce que le nom d'Hatshepsut vient de toutes ces structures, y compris de son magnifique complexe. A d'ailleurs al-Bari vers 1458 avant notre ère. Concernant les obélisques qui étaient érigés dans les différents temples. Ils étaient des symboles du dieu solaire, et beaucoup d'entre eux peuvent être trouvés partout dans le monde.
qu'il s'agisse de vrais obélisques égyptiens ou d'obélisques modernes imitant les anciens obélisques égyptiens. Le processus de sculpture n'est pas un paradoxe, car il y en a un inachevé situé dans le carrière de granit et d'Aswan. Hatshepsut a commandé sa construction, probablement pour accompagner ce qui est devenu connu sous le nom d'obélisque du Latran qui se trouvait à l'origine à Karnak, mais qui fut plus tard apporté au palais du Latran à Rome. Thutmose III a hérité d'un pays riche et sûr en 1458 avant notre ère, et n'a pas perdu de temps pour l'améliorer. Thutmose III établit l'empire égyptien, que les descendants le supporteraient. Il a vaincu les pays voisins et élargi la portée de l'Égypte. Domination plus grande qu'elle ne l'a jamais été, en utilisant le char de guerre acquis des Hyksos. Des armes en bronze et de meilleures stratégies. En 20 ans, il a dirigé au moins 17 campagnes militaires séparées, soumettant des royaumes de la Libye à la Syrie et étendant l'autorité de l'Égypte. Au sud, de la région de Buon jusqu'au Kirghizistan. À la mort d'Hatshepsut, Thutmose III accédait au pouvoir. Le croyant faible et inexpérimenté, le roi de la ville syrienne de Kadesh a déclenché une révolte dans la province égyptienne de Canaan, qui a rapidement rassemblé le soutien d'autres lieux visant à détrôner l'Égypte. Cette coalition s'est réunie dans la ville de Megiddo. Thutmose III fit marcher son armée de Thèbes vers Megiddo et le nord de Canaan, choisissant prudemment un passage étroit. Depuis la ville d'Aruna au lieu des itinéraires plus larges et plus faciles vers la ville, et a surpris son ennemi en pénétrant dans la vallée de Kéna derrière leur position défensive et en les chassant du champ. Thutmose III dut assiéger la ville pour s'en emparer. Geneni, qui était le fils de Thutmose III, commandant et scribe militaire, accompagna naturellement son monarque dans la guerre pour réprimer la rébellion. Et a écrit un disque décrivant le combat. Thutmose III fut tellement captivé par le récit de Geneni qu'il des sections écrites sur les murs du grand temple d'Amon à Karnak et, dans une moindre mesure. Autre part, Geneni commence par décrire pourquoi les écrits sur les murs du temple existent. Puis il continue en expliquant la campagne et ses motivations. Le misérable adversaire référencé à plusieurs reprises. C'est le cas du roi de Kadesh, qui déclencha la révolte et rassembla les armées contre l'Égypte. Mais il est également utilisé pour désigner tous ceux qui ont parfois rejoint la rébellion. Suivant le bataille de Megiddo, Thutmose III soumettrait et punirait ceux qui y participaient, capturant non seulement Kadesh, mais aussi toute la Syrie et les territoires du Mitanni en Mésopotamie. Il fut remplacé par son fils Amenhotep II, 1425 à 1400 avant notre ère, qui a hérité et bâti sur la puissante puissance de son père. Et un royaume sûr. Il n'était pas un roi guerrier, mais il ordonna de nombreux projets de construction. Et signait des traités de paix et des accords commerciaux avec d'autres pays tels que le Mitanni. Thutmose IV, de 1400 à 1390 avant notre ère, son remplaçant poursuivit ses programmes. Basés sur les lectures de son célèbre Dreamstele, qui raconte comment il est arrivé au royaume, Thutmose IV est considéré comme usurpateur, bien qu'il soit le fils légal d'Amenhotep II. Il est surtout connu comme le roi qui reconstruit la grande pyramide de Gizeh. Il est suivi par Amenhotep III, 1386 à 1353 avant notre ère, considéré comme l'un des dirigeants égyptiens les plus efficaces et les plus puissants. Amenhotep III dirigeait l'Égypte à une époque où elle était à son apogée artistique, politique et fiscal. Son règne fut l'un des plus opulents de l'histoire égyptienne, et il utilisait fréquemment ses richesses pour persuader d'autres nations de faire ce qu'il voulut. Il maintint la stabilité de la nation, élargit ses frontières et se consacra aux arts et aux arts. Initiative de construction. Bon nombre des structures les plus impressionnantes d'Égypte datent de son règne. Sous son règne, cependant, les prêtres d'Amon commencèrent à acquérir une fortune croissante. Ils possédaient plus de biens que le monarque et les utilisèrent pour s'enrichir davantage. Amenhotep III a tenté contenir leur influence croissante en s'alliant à Aton, une divinité mineure symbolisée par un disque solaire. Il semble avoir cru que l'autorité du pharaon derrière le culte de Aton élèverait le statut de ses prêtres au-dessus de celui d'Amon. Son plan a échoué, mais il a élevé la divinité Aton, qui jouerait un rôle important dans le règne du fils d'Amenhotep et successeur.
Amenhotep IV, également connu sous le nom d'Akhenaton, était un pharaon égyptien célèbre. Pour établir le monothéisme et bannir les anciens dieux. Son règne est devenu connu sous le nom de la période de l'Armada, car la capitale égyptienne a été déplacée de Thèbes vers l'Armada moderne. Il accéda au royaume sous le nom d'Amenhotep IV, mais changea son nom en Akhenaton au IVe ou 5e année de son règne, dissout l'ancienne religion, en particulier le culte d'Amon, et éleva le divinité Aton à la position du seul vrai Dieu. Seul le culte d'Aton était reconnu comme un culte valable. Organisation religieuse. Tous les autres sanctuaires furent fermés et leur vénération interdite. Il a construit un sanctuaire pour Aton au grand temple d'Amon à Karnak, qu'il a également fermé. Sa femme était la célèbre Néfertiti, surtout connue pour le magnifique buste créé par le sculpteur Thoutmôsi. À la mort d'Akhenaton, son jeune fils Toutankhamon, 1336 à 1327 avant notre ère, lui succéda. Qui a rapidement changé son nom en Toutankhamon, qui a accédé au trône à seulement 9 ans. Le jeune dirigeant transféra la capitale à Memphis, rétablit Thèbes en tant que centre religieux. Qui avait également une importance politique, a rouvert les temples et restauré l'ancienne religion égyptienne. Bien qu'il ait institué des changements importants qui ont contribué à sécuriser la nation. Il est le meilleur. Connu pour son magnifique tombeau découvert par Howard Carter en 1922. Toutankhamon était marié à Aung-San-Amin, sa demi-sœur, jusqu'à sa disparition à l'âge d'environ 18 ans. Aung-San-Amin peu. Puis ont épousé le vizir à, peut-être 1324 à 1320 avant notre ère, qui, selon certains experts, a remplacé Toutankhamon. Ou elle a peut-être tenté de régner seule. Quel que soit le rôle joué par A dans la succession. Aung-San-Amin a disparu peu après la mort de Toutankhamon et le général Hormeb a pris le contrôle. Se consacrant à redonner à l'Égypte son ancienne grandeur. Hormeb, 1320 à 1295 avant notre ère, a pris de grandes mesures. Effacer les dirigeants de la période Armada de l'histoire égyptienne, en brûlant toutes les statues d'Akhénaton. Et ses écrits, y compris la démolition complète de son sanctuaire à Karnak. Hormeb a défendu le traditionnel. Religion et coutumes égyptiennes. Relations avec d'autres pays et infrastructures égyptiennes. Ont été ignorées pendant le règne d'Akhénaton. Hormeb rendit à l'Égypte sa gloire d'antan. Mais il ne parvint pas à le ramener aux hauteurs d'Amenhotep III. Il a péri sans un héritier, et son vizir Peran s'empara du royaume sous le nom de Ramsès Ier, établissant la 19e dynastie. Ramsès Ier était un homme âgé lorsqu'il accéda au royaume, et il nomma rapidement son fils Séti Ier, comme son successeur. Ramsès Ier reprit la tâche de reconstruction d'Hormeb. Sanctuaires et sanctuaires égyptiens, ainsi que l'ajout du vaste temple d'Amen à Karnak. Il a donné à Séti Ier l'autorité de diriger des missions militaires pour récupérer les zones perdues pendant le règne d'Akhénaton. Règle. Après son décès, Séti Ier monta sur le trône et poursuivit la réforme et la renaissance de l'Égypte. Ajoutant sa propre touche au grand projet de Karnak et préparant son successeur à la domination. Son fils Ramsès II, 1279 à 1213 avant notre ère. Il est aujourd'hui le pharaon le plus connu d'Égypte. Ramsès II a gouverné l'Égypte pendant 67 ans et les magnifiques temples et monuments qu'il a construits pour célébrer. De ses conquêtes et de ses réalisations témoignent encore de la richesse de son règne. Il n'existe pratiquement aucun site égyptien antique qui ne mentionne Ramsès II et l'histoire de son. Le triomphe de la bataille de Kadesh en 1274 avant notre ère est légendaire. Cependant, l'un de ses plus grands actes en tant que pharaon n'était pas un homme de bataille, mais un homme de paix, la forge du premier traité de paix de l'histoire. Les Hittites d'Anatolie gagnaient en importance depuis le 2e millénaire avant notre ère. Et en 1530 avant notre ère, ils avaient surpassé la Babylonie en tant que nation notable, et ils mettaient l'Égypte à l'épreuve. Des lettres d'intention avaient été adressées au roi Akhénaton de la 18e dynastie. Mais il n'avait jamais répondu ni pris note des activités hittites le long de ses frontières. Hormeb avait combattu sans succès les Hittites, devenus encore plus forts grâce à l'époque de Toutankhamon, le successeur d'Akhénaton, et ont eu l'audace de mettre en garnison des districts sur ou près des frontières égyptiennes. Quand Hormeb devint pharaon en 1320 avant notre ère, il lança une politique plus énergique. Campagne contre les Hittites et sécuriser les frontières de l'Égypte, bien que le problème des Hittites
Les invasions n'ont jamais été complètement surmontées. Séti Ier avait gagné la Palestine et Kadesh pour l'Égypte. Mais, heureux de la victoire, il n'avait fait aucun plan pour la défense de la ville. Maintenant, Ramsès II de la 19e dynastie dut faire face au problème de l'invasion hittite et rassembla ses forces à Pur-Ramsès en 1274 avant notre ère pour éliminer les Hittites de Kadesh et affaiblir leur armée. Monté sur son char à la tête de 4 divisions, soit 20 000 soldats, Ramsès II marcha. Sa première division si rapidement qu'il distança bientôt les 3 autres. Près de Kadesh, 2 Bédouins ont été appréhendés et interrogés sur le sort de Mu'attali II et de son armée. Ce à quoi ils répondirent que l'armée n'était pas à proximité de Kadesh et que Mu'attali II craignait l'Égypte et le jeune roi. Les Bédouins, cependant, étaient des espions hittites, et Mu'attali II avait déjà Kadesh fortifié, avec ses chars, 3500 d'entre eux, et ses troupes, 37 000 hommes, attendant juste après la prochaine colline. Selon certains récits de combat, Ramsès II a capturé plusieurs autres espions, qui ont déclaré aux terrible réalité sur son état. Mais l'information est arrivée trop tard. Ramsès II avait s'est séparé du reste de son armée dans sa hâte de s'emparer de Kadesh et de vaincre les Hittites. Règle. Juste au moment où les chars hittites pénétraient dans son camp, il envoya des messages aux autres 3 divisions. La division Tao est arrivée à temps pour empêcher une défaite de l'armée égyptienne. Et Ramsès II a personnellement conduit la division restante d'Aman à l'action à plusieurs reprises. Poussant-le, les soldats hittites retournent sur le fleuve Oronte, où de nombreux morts. Mu'attali II vient juste de marcher des murs de Kadesh pour piéger les forces de Ramsès II entre son armée au bord du fleuve et son avance. Mais pour des raisons inexpliquées, il choisit de rester en ville, et n'engagea jamais sa réserve des hommes pour se battre. Ramsès II déclara un grand triomphe à Kadesh et demanda à un scribe d'enregistrer son récit du merveilleux combat. La version de Mu'attali II différait considérablement, notamment en affirmant Kadesh comme victoire hittite. Même si Ramsès II n'a pas capturé la ville, il a brisé le pouvoir hittite armé sur le terrain. Et bien que Mu'attali II ait gardé la possession de Kadesh, il n'a pas détruit le Égyptien comme il l'avait prévu. Maren Tao était le 12e fils de Ramsès II et non son successeur désigné. Il n'est devenu pharaon que parce que tous ses frères et sœurs ont péri pendant le long règne de leur père. Maren Tao a rapidement adopté l'image de son père, un monarque guerrier, battant les Libyens au combat et repoussé une attaque contre les peuples de la mer. Sa description de ses exploits inclut le célèbre stèle de Maren Tao, qui contient la première référence aux Israélites en tant que tribu. Jusqu'à la 20e dynastie, Ramsès III fut le dernier roi puissant du nouveau royaume. Après qu'Orémed ait restauré l'ancienne foi, l'autorité des prêtres d'Amon grandit régulièrement, retirée des revenus et de l'influence de la monarchie. Tout au long de l'ère Ramsès 20e dynastie, la situation se détériore. Le concept de guerre existait alors que la menace du peuple augmentait remarquablement, ce qui obligea Ramsès III à leur déclarer la guerre. La nationalité des peuples de la mer est inconnue car les seuls enregistrements de leurs activités proviennent de sources égyptiennes qui ne les décrivent qu'en termes de bataille, comme le récit du Tanastel, qui dit en partie « Ils sont venus de la mer sur leurs navires de guerre, et aucun pourrait s'opposer à eux ». Ceci est caractéristique des allusions égyptiennes à ces envahisseurs énigmatiques. Ramsès II, son fils et successeur Moremta, et Ramsès III sont les 3 grands pharaons qui racontent leur lutte et leur triomphe contre les peuples de la mer. Tous ont revendiqué d'énormes victoires sur leurs adversaires, et leurs inscriptions comprennent la documentation la plus complète sur la mer. Les peuples. À l'époque du pharaon Ramsès III, les peuples de la mer envahirent et détruisirent le territoire égyptien. Centre commercial à Kadesh, puis a tenté à nouveau d'envahir l'Égypte. Ils ont commencé leurs opérations avec des attaques rapides le long de la côte, avant de pousser vers le delta. En 1180 avant JC, Ramsès III soumit mais ils revinrent en force. Ramsès III aurait été au courant des combats de son prédécesseur avec ces gens, et à quel point ils étaient violents. Il a renoncé à un engagement sur le terrain et a plutôt employé les tactiques de guérilla comme plan. Il tendit des embuscades autour de la côte et le long du delta du Nil.
Et ces archers étaient particulièrement efficaces, les plaçant camouflés le long de la plage pour se doucher. Des flèches sur les navires à son signal. Les navires ont été incendiés avec des flèches enflammées une fois que l'équipage était mort ou noyé. Après avoir écrasé l'invasion navale, Ramsès III se concentra sur ce qui il restait des troupes d'invasion sur terre. Il utilisa la même tactique que précédemment et, en 1178 avant JC, les peuples de la mer furent vaincus au large de Zoï. Les annales égyptiennes décrivent une fois de plus une victoire spectaculaire, au cours de laquelle de nombreux peuples de la mer furent massacrés et d'autres capturés, contraints de rejoindre l'armée et la flotte égyptienne, ou vendus comme esclaves. Bien que Ramsès III ait épargné l'Égypte. Invasion, la bataille fut si coûteuse que le trésor royal fut épuisé et les constructeurs de tombes. D'ailleurs El Médina n'a pas pu être payé. Cela a abouti à la première grève documentée de l'histoire, dans lequel les travailleurs ont quitté leur travail et ont refusé de revenir jusqu'à ce qu'ils soient correctement remboursés. Et puis, l'élan de l'Empire égyptien a commencé à s'estomper. Ramsès III a conservé impuissant l'autorité centrale, a sécurisé les frontières et a maintenu la prospérité de l'Égypte. Mais le royaume s'effondrait autour de lui. La fonction de pharaon d'Égypte n'avait plus le même niveau de révérence qu'autrefois. L'a fait, parce que les prêtres d'Amon servaient d'intermédiaires entre les dieux. Ramsès III était blessé lors d'une tentative d'assassinat organisée par l'une de ses petites épouses, et en a péri de ses blessures. Ramsès IV, 1155 à 1149 avant notre ère, monta sur le trône seulement après ses frères et sœurs aînés périt. Il tenta d'imiter les grands pharaons du passé et réalisa plusieurs projets de construction, tout en luttant pour conserver le territoire en déclin de l'Empire. Mais il a péri après une brève règle. Son fils, Ramsès V, lui succéda, qui s'est battu pour conserver le contrôle contre les prêtres d'Amon et maintiennent l'unité du royaume. Son successeur, Ramsès VI, poursuit le combat. Avec peu de succès. Ramsès VII le remplaça, suivi de Ramsès VIII, dont on sait peu de choses. Connus, Ramsès IX, Ramsès X et Ramsès XI. Tous ces pharaons se sont battus pour maintenir l'unité du royaume face aux incursions extérieures et aux conflits internes avec les prêtres d'Amon. Un incident lié à ces luttes, bien qu'obscur, implique un homme appelé Amenhotep, grand prêtre d'Amon, qui fut destitué par le vizir Pinoasi et contraint de fuir vers le sud, en Nubie. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que les prêtres d'Amon conservaient un pouvoir énorme, et atteignit le trône d'Égypte et dirigea le pays. Sménès, 1077 à 1051 avant notre ère, un dirigeant de la Basse-Égypte qui gouvernait depuis Thani, inhuma Ramsès XI. Suivant la coutume égyptienne, un monarque était enterré par son successeur, et Smen affirmait son droit légal de gouverner en déplaçant la capitale de Père Ramsès à Thani. Cependant, à cette époque, les prêtres de Thèbes étaient devenus suffisamment forts pour affirmer leur autorité et gouverner. Et la nation était divisée entre le contrôle de Thani sur la Basse-Égypte et celui de Thèbes sur la Haute-Égypte. Égypte. Contrairement à la croyance populaire, cette scission ne s'est pas soldée par un conflit civil ou des conflits internes. Smen était assez fort pour être remarqué, mais il ne contrôlait que la Basse-Égypte, et pas une grande partie de celle-ci. Il gouverna à peu près à la même époque le grand prêtre de Thèbes Araor, qui régna environ 1080 à 1074 avant notre ère. Araor était un général des troupes, comme tous les grands prêtres d'Amon. Mais il eut peu d'impact en dehors de Thèbes. Ce serait le modèle dominant pour la majorité des la troisième ère intermédiaire. Les nomarques individuels ont été renforcés au détriment de l'une ou l'autre partie d'eux. Le gouvernement central, comme dans la première période intermédiaire, et Thani et Thèbes n'ont pas réussi à exercer une influence majeure sur la nation dans son ensemble. La 22e dynastie, qui gouvernait publiquement sous des titres libyens, était également libyen. Shoshank Ier, 943 à 922 avant notre ère, l'établit après l'unification de l'Égypte, et se lançait dans des opérations de guerre rappelant l'époque de l'Empire égyptien. Shoshank gérait formé Thani, l'administration et le clergé de Thèbes. Le clergé ne serait plus un poste héréditaire, mais plutôt celui de la nomination par le monarque, comme le serait le choix de l'épouse de Dieu, Amon. Son armée
Ces opérations ont revitalisé l'économie égyptienne et la nation a commencé à se rapprocher de l'Égypte du nouveau royaume pendant son règne. Oserkin II descendit sur le trône en 872 avant notre ère et garda la nation ensemble, mais après son règne, l'Égypte se divisa en royaumes distincts gouvernant depuis Héracléopolis. Thani, Sé, Memphis et Hermopolis en Basse-Égypte et Thèbes en Haute-Égypte. Au sud, le dirigeant couchite Kashta, 750 avant notre ère, a vu la vulnérabilité de l'Égypte et a décidé de l'exploiter. Kashta adorait la culture égyptienne et avait égyptianisé sa capitale Napata. Et donc tout son territoire. Il entretenait de solides relations commerciales avec Thèbes et vivait bien. Versé dans la procédure de nomination des prêtres et autres hauts fonctionnaires. Vers 747 à 721 avant notre ère. Son fils renforça la domination nubienne sur la Haute-Égypte, et lorsque les rois de Basse-Égypte protestèrent, il commanda contre eux une grande armée. Pé a conquis la Basse-Égypte, capturant et soumettant toutes les principales villes avant de retourner à Napata. L'Égypte était désormais légalement sous son règne. Mais il permit aux rois de Basse-Égypte de se regrouper et de rétablir leur pouvoir. Ces zones tampons ont diminué au cours de la troisième période intermédiaire et l'Égypte a perdu son statut antérieur. Force. Mais il y avait encore des pays à sa frontière, comme Juda et Israël, qui servaient le même but. L'assujettissement de ces zones par Shoshank Ier a repoussé les frontières de l'Égypte contre les Assyriens, sans aucun tampon entre les deux. Passons à la 26e dynastie. Sémétiku Ier était un dirigeant puissant qui inculqua à son peuple la grandeur du passé égyptien. Le restaurer à travers des projets massifs, des rénovations, des restaurations et des exploits militaires. Son fils, Necho II, 610 à 595 avant notre ère, poursuivit l'héritage de son père en menant des batailles militaires. Commandait des projets de construction et développait l'armée. Les Égyptiens n'ont jamais été grands marins, et Necho II l'a reconnu en créant une flotte de mercenaires grecs, qui s'est avérée assez réussie. Necho II est régulièrement présenté comme un grand guerrier, commandant militaire qui a renforcé la nation dont il avait hérité. Sous le règne d'Amasi II, il a réussi à réformer les dépenses publiques tout en stimulant l'économie et diriger les opérations de guerre. L'Égypte s'est rassemblée derrière son leadership et a prospéré une fois de plus. Avec une économie florissante, des frontières sûres et un commerce prospère. Projet de construction. Les temples et autres œuvres d'art furent achevés et la réputation de l'Égypte retrouva une partie de sa réputation perdue. Lustre. Il fut remplacé par son fils Sémétiku III, 526 avant notre ère, qui était un roi jeune et inexpérimenté, qui était mal préparé aux difficultés auxquelles il était confronté. Cambyse II, monarque perse, avait renvoyé à Amasi demander une de ses filles pour épouse, mais Amasi, ne voulant pas obéir, mais en essayant également d'éviter la confrontation, il a envoyé à la place la fille d'après, qui était son prédécesseur. Cette ancienne princesse égyptienne a été profondément offensée par le choix d'Amasi, d'autant plus que la politique égyptienne était depuis longtemps de ne pas transférer de femmes nobles à des monarques étrangers en tant qu'épouses. Quand elle arrivée au palais de Cambyse II, elle révéla sa véritable identité et Cambyse II jura de venger la calomnie d'Amasi en lui envoyant une fausse épouse. Darius. Contrairement à Cambyse, Darius voulait gouverner l'Égypte en son absence. Il monta sur le trône de l'Empire achéménide en 522 avant notre ère et a visité l'Égypte au moins 2 fois, bien qu'il ait favorisé l'Égypte de loin. Néanmoins, il adorait la culture et dirigeait les fonds vers la reconstruction des ruines détruites. Temple et la dédicace de nouveau. Conformément à la pratique persane de la religion. Tolérance, Darius louait les dieux égyptiens avec des cadeaux et des statues. Il est largement considéré comme ayant une main plus douce avec l'Égypte que Cambyse. Pour la deuxième conquête perse de la Grèce en 480 avant notre ère. Son fils Xerxès Ier, 486 à 465 avant notre ère, s'appuyait sur toutes les ressources de l'Empire achéménide, y compris l'Égypte. Lorsque les Perses furent vaincus à Salamine en 480 avant notre ère et à Platée en 479 avant notre ère, Xerxès abandonna les affaires étrangères au profit de projets de construction et de relations différentes avec les dames de la cour. Artaxerxès Ier, 465 à 424 avant notre ère, lui succéda et lutta pendant 6 ans pour mettre fin à la première rébellion égyptienne significative,
dirigé par Inaro II, le fils royal libyen de Psamtik. V, encouragé et assisté par Athènes de 460 à 454 avant notre ère. S'il est vrai que les Perses régnaient en Égypte, pendant les 27e et 31e dynasties, la culture égyptienne est restée vivante, et la 30e dynastie D. Les dirigeants égyptiens ont redonné à l'Égypte son ancienne gloire avant que les Perses n'envahissent leur pays. Atterrir à nouveau. Cette époque comprend les 27e à 31e dynasties égyptiennes. Résistance égyptienne aux Perses. Le contrôle, en revanche, est visible dans toute la région et l'Égypte a prospéré sous la domination perse. Parce que les chahs persans respectaient la culture. Amartey de la 28e dynastie, Nectanebo I et Nectanebo II ont tous gouverné la nation, commandé des troupes et participé dans des projets de construction à la manière des grands pharaons du passé. Celui qui était derrière. Après les révoltes contre l'autorité perse, la seconde conquête égyptienne ne dura pas longtemps. Philippe II. La Macédoine, de 359 à 336 avant notre ère, a vaincu les cités-États grecs et les a incorporés à la Macédoine. Autorité. Lorsqu'il fut assassiné en 336 avant notre ère, il préparait une grande expédition pour soumettre Perse. Il disposait déjà de tous les moyens nécessaires à la conquête, qu'il confia à son fils Alexandre. Les pharaons de la 30e dynastie défendirent l'honneur de la royauté égyptienne et laissèrent leur des structures impressionnantes sur les traces de ceux qui les ont précédés. Ainsi, alors que la période tardive peut être considérée comme la fin de la souveraineté égyptienne, cela ne devrait pas être considéré comme la fin de la souveraineté égyptienne. Civilisation. Aujourd'hui encore, les réalisations culturelles égyptiennes inspirent le respect, voire la peur, et restent parmi les plus populaires et les plus intrigants du vieux monde. Même si les temps ont changé, l'Égypte moderne actuelle du XXIe siècle pourrait ressembler à une version future de l'Égypte ancienne. Égypte. Le Nil est toujours sacré pour le peuple égyptien, et il célèbre toujours le même fête des temps anciens, comme les fêtes du printemps. La nourriture est assez inspirée par la nourriture ancienne authentique. Les traditions sont toujours là, et même les dernières formes de développement de l'ancienne langue appelée copte est encore parlée en Égypte dans les prières des églises et dans les milieux de leur dialecte arabe. Les gens modernes sont fiers de l'héritage. On l'a vu dans les défilés qui ont eu lieu au Caire pour le transport des momies au musée de la civilisation. Et la réouverture de l'allée des Sphinx et de Luxor. Ils construisent de nouvelles villes, creusant leur chemin pour améliorer le commerce avec les autoroutes creusées au milieu des montagnes, en passant par les déserts. Ils sont sur le point d'ouvrir le plus grand musée du monde. Les fouilles mettent chaque jour au jour de nouvelles découvertes qui pourraient bientôt conduire à une découverte semblable à celui du tombeau de Toutankhamon en 1922. Et cette terre restera toujours un séduisant mystère, éblouissant et enchantant les gens du monde entier par sa magie et son histoire.